Bienvenue sur IA sans blabla. Ici, on décrypte l'IA utile clairement sans blabla. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative est partout. C'est un outil absolument fantastique pour gagner du temps, pour structurer ses pensées ou même pour accélérer la production au quotidien. On l'utilise tous. Mais il y a un piège immense, un danger central que l'on observe très souvent dans le monde professionnel, c'est le fait d'utiliser ces modèles comme une autorité automatique. On tape une requête, la machine nous sort une réponse qui a l'air incroyablement bien structurée, et boum, on l'adopte telle quelle. On fait conscience. Eh bien, dans ce décryptage, on va décortiquer exactement pourquoi cette confiance aveugle est une erreur monumentale. Et surtout, on va voir comment adopter les bons réflexes pour sécuriser l'utilisation de ces outils au travail. Quand on se retrouve face à un texte généré par une machine, notre cerveau a un biais naturel. On a tendance à juger la forme. On se dit « Tiens, c'est bien écrit, le vocabulaire est riche, la syntaxe est parfaite, donc ça doit être vrai ». Mais le vrai réflexe professionnel, ce n'est absolument pas de se demander si le texte paraît intelligent. La véritable question, la seule qui compte réellement au bout du compte, est toute simple. Qu'est-ce qui prouve que cette information est vraie ? Il faut vraiment réussir à basculer d'une posture de simple lecteur passif qui consomme de l'information à celle d'un auditeur intraitable qui exige des preuves matérielles. L'idée, ce n'est pas de devenir paranoïaque, pas du tout. C'est juste d'appliquer une hygiène de l'information qui soit rigoureuse et, surtout, proportionnée aux enjeux de ce qu'on est en train de faire. Pour bien comprendre ce piège, prenons une analogie très simple, celle du faux billet de banque. Pourquoi un faux billet de 50 € est-il dangereux ? Eh bien, précisément parce qu'il ressemble à s'y méprendre à un vrai. Il n'a pas la tête de Mickey imprimée dessus, sinon personne ne saurait avoir. Avec les modèles de langage modernes, c'est exactement la même mécanique. Le danger, ce n'est plus l'erreur grossière ou la phrase qui n'a aucun sens grammaticalement, ça c'était avant. Aujourd'hui, le vrai danger, c'est l'erreur brillamment formulée. C'est l'hallucination éloquente. Une réponse peut sembler totalement fluide et logique en apparence, mais si on prend une loupe, on y découvre parfois une faille factuelle astucieusement glissée au beau milieu d'un paragraphe parfait. Et c'est pour déjouer cette illusion de fluidité que nous allons détailler un protocole très précis en 5 étapes. Première étape de notre protocole, distinguer le fait, l'hypothèse et la suggestion. Avant même de chercher à vérifier si une information est exacte, il est indispensable de comprendre sa nature. C'est la base. Une réponse d'intelligence artificielle, surtout quand on lui demande des analyses, va très souvent mélanger allègrement des faits concrets, des déductions liées au contexte et des recommandations très générales. Donc, la toute première vérification, c'est de forcer le modèle à catégoriser lui-même ce qu'il vient de nous raconter. On peut carrément utiliser un prompt spécifique pour ça. On lui demande de trier sa propre réponse en 3 colonnes bien distinctes. Fait, hypothèse et suggestion. Prenons un cas concret. Si l'IA vous suggère de lancer un nouveau produit en justifiant que le marché pèse 1 million d'euros, il faut séparer la donnée brute, le million d'euros qui est un fait à vérifier, de la prédiction que le marché sera réceptif qui est une hypothèse et de l'action de lancer le produit qui est une simple suggestion. Les documentations techniques des développeurs de ces modèles insistent lourdement là-dessus. Une hypothèse générée par un algorithme ne doit jamais, au grand jamais, être confondue avec une vérité absolue. Ce petit tri mental, ou même automatisé, permet d'isoler en un clin d'œil les vrais éléments factuels qui exigent une preuve. Deuxième point clé, l'exigence de sources réelles et vérifiées. Alors là, on touche à un point absolument crucial. Il y a un monde de différence entre une IA qui affiche une petite note de bas de page pour citer une source et une preuve qui a été activement vérifiée par un esprit humain. C'est vital de bien intégrer cette chaîne de validation. Voir un lien bleu en bas d'un paragraphe généré par l'IA, ça n'a strictement aucune valeur en soi. Les modèles sont tout à fait capables d'inventer des URL ou de citer un vrai article qui en réalité ne dit pas du tout ce qu'ils prétendent. La seule méthode qui tient la route professionnellement est mécanique. On demande la source, on clique sur le lien, on ouvre le fameux document et on va chercher le passage exact pour le comparer avec ce que la machine a synthétisé. Les ingénieurs qui conçoivent ces systèmes vous diront tous la même chose. Tant que le lien n'a pas été ouvert et que le texte n'a pas été validé par un œil humain, la source, professionnellement parlant, n'existe tout simplement pas. Pour bien mesurer le niveau d'exigence requis ici, c'est très instructif de regarder comment fonctionnent les systèmes de vérification de pointe en coulisses. Prenez le système de grounding, c'est-à-dire d'ancrage documentaire, développé par Google Cloud Agent Search. Ce système attribue des scores de validité aux réponses. Leur propre documentation donne un exemple fascinant avec le film Titanic. Imaginons que l'IA affirme « Titanic a été réalisé par James Cameron et met en vedette Leonardo DiCaprio ». Tout est correct, l'affirmation est validée. Mais que se passe-t-il si elle génère « Titanic a été réalisé par James Cameron et met en vedette Brad Pitt ». Eh bien, le système de vérification ne va pas se dire « Bon, c'est à moitié vrai, on va garder la première partie ». Pas du tout. Il considère que la phrase entière est corrompue, non fondée, et il rejette l'ensemble du bloc. C'est vraiment la règle d'or qu'il faut retenir pour la vérification factuelle. Une affirmation qui, ne serait-ce que partiellement fausse, rend la phrase entière totalement inutilisable dans un cadre professionnel. Il faut
tout jeter et recommencer. Passons à la troisième vérification. Tester l'incertitude et les limites du modèle. C'est probablement l'étape la plus sous-estimée. Et pourtant, c'est un véritable super-pouvoir. Un bon outil, même artificiel, doit être capable d'avouer son ignorance. L'image mentale d'un tableau de bord avec un feu tricolore est redoutable d'efficacité. Vert, c'est vérifié, sourcé. Orange, c'est incertain, c'est une déduction. Rouge, c'est totalement non vérifié. Les experts, et on le lit très clairement dans les recommandations techniques d'Anthropic par exemple, conseillent de donner formellement la permission à l'IA de dire « je ne sais pas ». La plupart des gens ne le font pas. Dans vos requêtes, prenez l'habitude de rajouter une phrase du type « liste précisément les points de ta réponse qui pourraient être incomplets ou qui nécessitent une vérification humaine approfondie ». Ça change tout. Cela force le modèle à prendre du recul sur sa propre production et à évaluer son degré d'incertitude. C'est sans doute le meilleur bouclier qui existe aujourd'hui contre ces fameuses hallucinations où la machine affirme n'importe quoi avec un aplomb incroyable. Quatrième étape incontournable, le croisement avec une source officielle. Alors, comment est-ce qu'on gère les informations vraiment complexes, celles qui ont un impact financier, juridique ou stratégique lourd? Il y a un biais très répandu en ce moment, une erreur fréquente qui consiste à ouvrir deux IA différentes, disons un modèle A et un modèle B. On leur pose la même question et si les deux donnent la même réponse, on en conclut que c'est obligatoirement vrai. Attention, c'est extrêmement dangereux. Deux témoins artificiels qui répètent la même chose ne constituent absolument pas une preuve documentaire. Ils ont peut-être simplement ingéré les mêmes données biaisées sur le web. Confronter deux modèles, c'est utile, oui, mais uniquement comme un signal d'alerte pour repérer tout de suite s'il y a des contradictions majeures. Mais pour la validation ultime, la seule qui fait vraiment foi, c'est le retour au document officiel, la source primaire, le vrai texte de loi, le véritable rapport d'entreprise. Pour bien illustrer pourquoi le consensus entre algorithmes ne vaut rien face à un document, regardons comment sont évalués ces modèles au plus haut niveau. Des systèmes comme le Benchmark Facts de DeepMind ou les outils de détection d'hallucinations d'OpenRAI ne sont pas testés sur des devinettes ou de la culture générale. Ils sont soumis à des gigaoctets de documents hyper denses. On parle de bilans financiers complets, de formulaires de la SEC, le gendarme boursier américain pour des géants comme Microsoft ou Oracle. Et les résultats de ces tests sont sans appel. Quand on demande des informations factuelles et pointues, la précision de l'IA s'effondre littéralement dès l'instant où l'on s'éloigne d'un ancrage documentaire strict. En clair, sans le bon vieux document officiel de référence, il n'y a pas de vérité évaluable. Ce qui nous amène à la cinquième et dernière vérification, le test sur un cas concret. C'est le moment de vérité, le moment où on confronte la belle théorie générée par la machine à la réalité rugueuse du terrain. C'est l'idée du banc de test. Vous savez, une réponse peut être structurellement parfaite, sonner incroyablement juste en théorie et s'avérer totalement inadaptée à votre contexte spécifique. Si vous demandez à un modèle de générer un script Python pour nettoyer des données, la seule et unique preuve que ce code fonctionne, c'est de l'exécuter dans un environnement de test isolé. S'il vous pond une formule Excel alambiquée ou une logique de calcul de marge commerciale, il faut absolument la recalculer vous-même sur un mini-cas réel avec vos vrais chiffres pour voir si le résultat tient la route. Et si on parle d'une recommandation stratégique, prenez le temps d'en simuler les conséquences réelles étape par étape. On ne prend jamais une décision majeure et on ne met jamais un processus en production sur la seule base d'une simulation textuelle qui semblait convaincante à l'écran. Jamais. Il y a des moments où ces règles vont bien au-delà de la simple recommandation. Bienvenue dans la zone rouge de l'IA. Tout ce dont on vient de parler, ce sont d'excellentes pratiques pour le quotidien. Mais dans certains environnements de travail, on doit élever le niveau de vigilance au maximum. Ces vérifications ne sont plus seulement recommandées, elles sont strictement obligatoires. Cette zone rouge, elle englobe la santé, le droit, la finance, la cybersécurité et tout ce qui touche à la gestion des données personnelles. Le NIST, l'Institut américain en charge des normes et de la technologie, a publié un cadre de gestion des risques de l'IA très clair sur le sujet. Dans ces secteurs critiques, oui, un modèle de langage peut tout à fait préparer le terrain. Il peut faire une analyse préliminaire, débroussailler une jurisprudence ou synthétiser d'épais dossiers. Mais attention, la ligne de démarcation est nette. Le professionnel humain, avec son expertise, doit rester l'autorité finale, sans aucune exception. La machine assiste, c'est son rôle, mais c'est le professionnel qui valide point par point et qui assume l'entière responsabilité du résultat final. Pour que tout cela devienne un automatisme, résumons la méthode avec ce qu'on appelle le protocole 5V. Ce flux de travail, il est conçu pour être pragmatique et utilisable là, maintenant, tout de suite. Prenez un instant pour bien l'assimiler, c'est votre filet de sécurité. V1, on vérifie la nature de l'information. On sépare rigoureusement le fait de la simple hypothèse. V2, on vérifie les sources. On exige les liens, on clique dessus et on lit humainement les passages clés. V3, on vérifie l'incertitude. On force poliment mais fermement le modèle à lister tout ce qu'il ignore ou ce qu'il a deviné. V4, on vérifie par croisement, mais attention, uniquement avec des documents officiels.
pas avec un autre algorithme. Et enfin, V5, on vérifie par un test concret sur le terrain. C'est avec cette routine de sécurité et seulement avec elle qu'on transforme un bloc de texte probabiliste en une véritable donnée exploitable pour travailler sereinement. Voici donc la synthèse finale, notre checklist IA sans blabla en 7 points. Honnêtement, n'hésitez pas à faire une capture d'écran, gardez-la près de votre clavier et intégrez-la à vos processus quotidiens. Retenez que l'éloquence n'équivaut jamais à la vérité, séparez systématiquement les faits des hypothèses, ouvrez les sources, toujours, osez pousser le système dans ses retranchements pour qu'il avoue ses limites, croisez l'information avec des ancrages officiels, testez la théorie dans le monde réel et redoublez d'une prudence absolue quand vous opérez en zone rouge. Ces 7 points ne sont pas là pour brider votre productivité ou freiner l'innovation, c'est exactement l'inverse. Ce sont des pratiques d'hygiène numérique, simples, proportionnées, qui vous permettent d'utiliser la pleine puissance de l'IA sans jamais vous mettre en danger. En fin de compte, il faut voir l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est. Un accélérateur cognitif formidable, un partenaire de production infatigable. Mais ce n'est pas, et ça ne sera jamais, un notaire de la vérité. Prendre quelques instants pour appliquer ces 5 vérifications, ça ne ralentit pas le travail. Ça évite simplement de construire des châteaux de cartes très rapidement sur des fondations qui risquent de s'effondrer au premier coup de vent. Alors, avec ces outils en main, la prochaine fois qu'une machine vous générera une réponse absolument parfaite, tellement fluide qu'elle semble magique, quelle sera la toute première vérification que vous exigerez? Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. Gardez toujours votre esprit critique bien affûté et à très bientôt.